never been as broke as me. I like that. When I was young, I had 2 pair of leads. Besides that, the pinstripes and the gray. The one I wore on Mondays and Wednesdays. My flirt, I'm sewing tigers on my shirt. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Nous sommes aujourd'hui à Saint-Denis, porte de Paris. Aujourd'hui, j'ai invité un ancien sportif professionnel qui va nous expliquer son parcours, son expérience de vie, mais aussi comment il a géré sa gestion des émotions, son stress, sa motivation lors de ses compétitions. Je le remercie d'être là aujourd'hui parce que je pense que ça va être une interview riche d'expérience. En tant que préparateur mental, j'ai voulu vous mettre en lumière ce sportif professionnel qui s'appelle Loïc Akono. Salut Loïc, merci d'être venu. Merci à toi pour l'invitation. Ça fait plaisir de te voir. Merci d'avoir répondu présent. Alors le but de cette interview, c'est de retracer ton parcours, ton expérience sportive. Ok. Et pour pouvoir édifier la jeune génération, et mettre en lumière ton parcours pour que ça puisse aider ces jeunes. Ok. Alors dans un premier temps, je voudrais savoir comment tu es entré dans le monde du sport. C'est très simple, j'ai grandi dans une famille de sportifs. Tous mes grands frères jouaient au basket, ils touchaient au ballon. Et puis j'ai grandi là-dedans. Mes grandes sœurs aussi ont joué. Donc voilà, moi j'étais toujours avec mes grands frères. Et souvent il y avait des pick-up games dans une salle là où on habitait, dans le quartier. Et puis j'étais toujours à la salle. Tous les soirs j'étais à la salle avec eux. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé à jouer au basket. D'accord, ok, tu étais à la salle avec eux, c'est comme ça que tu as commencé à jouer au basket. Et avant tout ça, quel était ton parcours? Écoute, moi je suis issu d'une famille, on est 6. Une maman veuve. J'ai pas connu mon père. Malheureusement, il est décédé, j'étais très très jeune. Mes condoléances. Et puis voilà, on vient d'une famille où on s'est toujours serré les coudes, on s'est toujours soutenus les uns les autres, on a grandi comme ça, on était obligés. Ma mère, elle se levait à 5h du matin pour aller faire le ménage, pour nous mettre à manger dans notre assiette. Donc voilà, on a grandi dans une famille où tout le monde faisait un peu tout. Les grands frères qui avaient le rôle du père, la mère qui avait les 2 rôles. Donc j'ai grandi dans cet environnement-là et puis c'est ce qui fait de ce que je suis aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que j'ai réussi à avoir une carrière dans le monde du basket et puis même en tant qu'homme, ça m'a permis de grandir et de faire face à plusieurs épreuves que j'ai connues dans ma vie. D'accord. Et tu es origine d'où concrètement? Moi, je suis originaire du Nord. J'ai grandi dans le Nord. Je suis né à côté de Lille et j'habite à Villeneuve-d'Ascq. D'accord. Donc c'est là que tout a commencé. Toute ta carrière sportive a commencé dans le Nord. C'est vraiment là que tout a commencé, en bas de chez moi, avec un ballon. C'est parti de rien. C'est vraiment parti de rien. Et en fait, après, vers mes 10-11 ans. Mon frère m'a fait rentrer dans un club, il m'a inscrit dans un club et puis à partir de là, vraiment, c'est de là que vraiment tout a commencé. Moi, j'étais vraiment insouciant. La seule chose, c'était de jouer au basket et de kiffer avec les potes. Et on va dire que mon frère, il voyait mon potentiel et lui, il avait une vision, en fait, on va dire. Moi, j'étais pas au courant de ça, je savais pas, je connaissais pas en fait tout ce qui se passait dans le monde du basket. À cet âge-là, tu sais pas tout, tu connais pas tout. Donc voilà, moi j'étais insouciant et mon seul but c'était d'aller jouer au basket avec mes potes
2 fois par semaine et puis le samedi en match. Alors dans ton basket et dans ton, on va dire dans tout ton cursus, quels a été justement les clubs que tu as fréquentés? En commençant justement dans ton à la base, ça a été le club de ma ville, Villeneuve-d'Ascq. D'accord. J'ai commencé là-bas en Poussin deuxième année. Je suis arrivé en Poussin deuxième année. Ensuite, j'ai fait une année de Benjamin. J'ai repris en minime région première année. Et après, c'est reparti. Ma deuxième année de minime, je suis rentré au Pôle Espoir. Pôle Espoir, quel Pôle Espoir? Pôle Espoir du Nord-Pas-de-Calais. Nord-Pas-de-Calais. Pôle Espoir du Nord-Pas-de-Calais. Et puis j'ai fait une année au Crêpes. Et en parallèle, je jouais, j'avais changé de club, il fallait que je joue en championnat de France. Donc j'étais parti jouer au LMBC, au Lille Métropole Basket. D'accord. Et puis voilà, à partir de là, c'est parti. D'accord. Ta carrière a commencé on va dire, t'as gravé les échelons, justement, et en parlant de carrière, justement, quel club tu as fréquenté dans ta carrière? Oui, c'est à partir de là que j'ai réussi à me faire un nom un peu sur la scène nationale, on va dire, parce qu'avec le Pôle Espoir, on a des tournois interzones. Donc c'est là que j'ai pu affronter les gars de plusieurs régions. Et après ça, j'ai intégré le centre de formation du BCM Gravelines. Et puis à partir de là, tout est parti. J'ai compris très vite que en fait le basket c'était fait pour moi et c'était vraiment ce que je voulais faire de ma vie. Et puis après j'ai commencé à bosser et puis ça s'est fait vraiment rapidement. J'ai intégré les pros très rapidement et puis à partir de là la carrière elle s'est lancée. Et ta carrière s'est lancée dans quel club plus précisément? Tu m'as dit Gravelines, Lille, Gravelines, Dunkerque. Oui, j'étais au centre de formation et j'ai eu la chance d'avoir un coach qui croyait en moi, qui croyait en mon potentiel, Fabrice Coursier. Et il m'a lancé dans le grand bain très tôt. J'ai fait ma première entrée en Pro A à 17 ans. Et ensuite, la saison suivante, il a commencé à me lancer dans le grand bain. Il me faisait rentrer en cours de match. Puis voilà, j'ai pu côtoyer beaucoup de gros joueurs. Et puis à partir de là, j'ai compris que je pouvais vraiment faire quelque chose dans le basket. Et puis après, malheureusement, Fabrice n'a pas prolongé son contrat à Gravelines. Et puis moi, j'ai été prêté. Il y a un coach qui est arrivé et qui m'a dit que j'étais pas dans ses plans. Et j'ai été prêté à Brest en Pro B. Donc j'ai commencé à Gravelines, j'ai été prêté à Brest en Pro B. Pour énumérer mes clubs, on va faire un par un. Donc après Brest, j'ai fait 2 ans à Brest en Pro B. Et comme j'étais prêté, ensuite je suis revenu à Gravelines. Donc saison 2006, 2007, 2007, 2008 à Brest. 2008, 2009, mon retour à Gravelines. 2009 à 2012 à Nanterre. Ensuite 2012-2013 à Lille. Ah oui, t'as jalonné de club en club alors. J'ai vraiment bougé. 2013-2015 Boulogne-sur-Mer. 2015-2017 Fos-sur-Mer. Ensuite 2017-2018 Orléans, Loiret Basket. Et ensuite 2018-2021 mon retour à Boulogne-sur-Mer. Et ensuite 2021-2023 mes 2 dernières saisons en National 2 à Metz. Bah, félicitations pour ta carrière parce que c'est pas tout le monde qui a eu ta carrière et c'est pas donné à tout le monde. Et je pense que c'est beaucoup de sacrifices que tu as dû avoir. D'ailleurs, dans ces sacrifices-là, est-ce que ta famille a eu un impact dans ta carrière sportive? Ma famille a eu un impact, oui. Ton entourage? Ouais, mon entourage, oui. Est-ce qu'ils ont été déterminants dans tes choix de carrière, pour être plus précis? J'ai mon grand frère qui s'est occupé de moi, qui m'a mis sur la bonne route en fait. D'accord. Comme tu me disais tout à l'heure. Oui, voilà, c'est lui qui connaissait vraiment tous les rouages du milieu. Donc il m'a mis sur la bonne route. J'ai rencontré les bonnes personnes
Et puis derrière, ben, ça s'est fait naturellement. Ensuite, c'est vraiment lui qui faisait attention à tout. Ma mère connaissait rien. Mes sœurs connaissaient un petit peu, mais voilà. Après, j'ai eu la chance d'avoir des bons agents, d'être dans une bonne agence qui a su gérer ma carrière de la meilleure des manières et toujours trouver les bonnes opportunités et ce qui était de mieux pour moi. D'accord. Mais Donc c'était par rapport à ta famille, c'est ton frère, et ensuite tes agents qui t'ont bien entouré. voilà, c'est mon frère qui a fait la première partie du job. Et ensuite, c'est mes agents qui, tout au long de ma carrière, qui s'occupaient de mes contrats, de trouver des clubs, de trouver les meilleures situations pour moi, en fait. D'accord. Dans ta carrière, est-ce que tu as eu un préparateur mental? Euh, j'ai fait appel à un préparateur mental une fois dans ma carrière. C'était en 2015-2016, ma saison à Fos-sur-Mer. À un moment donné, j'étais dans une impasse, pardon, et j'arrivais plus à trouver les solutions. Donc j'ai fait appel à un préparateur mental, un coach mental. Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton écosystème du sport? Mais en fait, je pense que j'avais besoin de travailler d'une manière différente, en fait, d'avoir une différente approche. Euh, et ça m'a permis de trouver les clés et les solutions de ma période où j'étais un peu moins bien, où j'arrivais pas à mettre un pied devant l'autre. Et ça m'a beaucoup aidé. Et c'est vrai que souvent on est focalisé sur le travail, les répétitions, aller à la salle, se donner à fond. Mais en fait, il y a d'autres aspects de la préparation qui font que tu pourras être performant en match. Et à un moment donné, j'avais besoin de ça. Et ça m'a vraiment permis de passer un cap mentalement et avoir une différente approche du jeu et de ma préparation. Et dans quel moment dans ta carrière où tu étais dans une situation inconfortable et la préparation mentale a eu un aspect, on va dire, dominant pour la suite de ta carrière? La première fois, mais la toute première fois que j'ai été voir un préparateur mental, c'était un psy du sport. C'était en 2011 avec Nanterre. En fait, pour revenir à l'histoire, à mon histoire, quand j'étais au centre de formation, j'ai perdu ma grande sœur. Mes condoléances. J'avais 17 ans. Et puis voilà, hein, ce qui s'est passé, c'est que je suis retourné en famille forcément pour le deuil, etc. Et ensuite, j'ai dû repartir au centre de formation. Et puis j'étais tout seul. Pendant que ma famille était réunie, moi j'étais vraiment tout seul. J'ai eu de l'aide hein, de la part de mes coachs, de mes coéquipiers, des gens du club, les pros qui me donnaient du soutien tout le temps. Mais j'étais tout seul, j'étais pas avec ma famille. Et ça m'a permis d'être performant après ça. D'accord. Ben, félicitations pour ta force mentale, parce que c'est pas tout le monde qui aurait su rebondir après face à un deuil. Et aujourd'hui, ben c'est en échangeant avec toi, en voyant ton parcours et en t'ayant eu au téléphone plusieurs fois dans ta carrière, on était en contact. Et je pense que ça t'a permis de construire qui tu es aujourd'hui. Et ça t'a permis aussi d'ouvrir des portes beaucoup plus grandes. Je pense que tu as dû le voir aussi, voilà, dans ta carrière, tu as eu d'autres moments aussi qui ont été inconfortables, vu qu'on est dans des moments un peu inconfortables par rapport à ton environnement que tu as vu auparavant. Aujourd'hui, comment tu vois les choses? Est-ce que tu regrettes ces choix-là? Je regrette rien du tout. Je regrette rien du tout. Déjà d'où je viens, avec mon histoire, tout ce que j'ai vécu depuis tout jeune, parce que j'ai vécu beaucoup de choses. Des choses que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sortiraient de là aussi grand en fait. Et ça m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui.
Et tous les choix que j'ai eus durant toute ma carrière, j'en regrette aucun. Si c'était à refaire, je referais la même chose. Je suis content d'avoir eu la carrière que j'ai eue. Donc voilà, chacun a sa carrière, chacun a son parcours, chacun a son parcours de vie. Et moi, je suis fier d'être qui je suis aujourd'hui. Je suis fier d'avoir traversé toutes les épreuves que j'ai dû traverser. Et je pense que ça, pour mon après-carrière, c'est quelque chose qui peut m'aider, en fait. Parce qu'aujourd'hui, je suis en pleine reconversion. Et Tu sais rebondir maintenant et faire face exactement, à l'adversité que tu as en toi. Et tout ce que j'ai fait pour être basketteur professionnel, tous les sacrifices, toute la discipline que j'ai eue, tous les entraînements que j'ai fait, tous les matins où je me suis levé à 4 heures du matin pour aller courir, et tous mes potes qui me disaient toi t'es un fou d'aller faire ça et tout. En fait, tout ce que j'ai fait durant toute ma carrière, aujourd'hui, pour mon après-carrière, mais je peux répéter les mêmes choses. Je sais que pour réussir, ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande beaucoup de travail, ça demande des sacrifices et beaucoup de discipline. Et ça, je l'ai déjà. Donc, aujourd'hui, j'ai pas peur de me lancer dans mon après-carrière. Et je sais que je vais réussir. Tout simplement, je sais que je vais réussir. Si c'est pas demain, ça sera dans une semaine. Si c'est pas dans une semaine, ça sera dans un an. Mais je sais que je vais réussir. Mon après-carrière, elle va se faire et j'ai aucun doute là-dessus. d'accord. Félicitations, c'est une grosse force montagne. Avoir un esprit positif comme ça me permet aussi toujours de te propulser. Et d'ailleurs, je voulais voir aussi, par rapport à ce que tu me dis, est-ce que sur le terrain, en tant que joueur, comment tu as su gérer tes émotions? Parce que c'est vrai que c'est pas facile aussi. On parle beaucoup, c'est beaucoup des choses qui sont liées à ton environnement extérieur qui t'ont impacté. Et je sais aussi que sur le terrain, tu dois aussi faire ta place. Il y a la concurrence, les enjeux, voilà, la saison est longue. Comment tu as fait face à ça? Mais en fait, on va dire que j'ai compris très tôt, très jeune, qu'il fallait travailler dur. Et déjà de nature, personnellement de nature, je suis très patient. Et je savais que tôt ou tard, mon heure elle allait venir. Et à chaque fois qu'il fallait passer une étape, un cap, je savais qu'il fallait être patient. Mais derrière tout ça, il fallait voir tout le travail que je donnais aussi. Donc je savais que ça allait payer. Quoi qu'il arrive, je savais que ça allait payer. Et ça, tout au long de ma carrière, ça a été comme ça. J'ai été confronté à de la concurrence. J'ai été confronté à des situations où, comme tu disais tout à l'heure, tu es un peu inconfortable. Mais voilà, dos au mur, il faut savoir réagir en fait. Et il faut savoir montrer du caractère. Si tu n'as pas de caractère dans ce milieu-là, tu te feras écraser. Quand tu dis caractère, comment t'as géré ton caractère face à la concurrence que tu avais, notamment à ton poste, parce que tu es meneur de jeu. Comment tu as géré cette concurrence-là face aux différents meneurs que tu as pu côtoyer dans ton parcours? Je vais te dire un truc, en fait, tout dépend des meneurs que tu as en face de toi, en fait. Moi, j'ai toujours eu du caractère. J'ai toujours eu une personnalité. Il faut avoir ce truc, il faut avoir ce swag, il faut être quelqu'un, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, en face de toi, t'as différentes personnalités, t'as différents personnages. J'ai eu la chance d'avoir des meneurs quand j'étais plus jeune, des meneurs qui me montraient en fait la voie, qui étaient comme des mentors. Mais j'ai eu aussi des meneurs qui étaient là qui montraient rien, qui essayaient de te déstabiliser, de te mettre des coups. Comme une petite anecdote, est-ce que tu as une anecdote qui te vient en tête? Ouais, non, j'ai une anecdote, ça c'est quand je fais mon retour à Gravelines, saison 2008-2009, je me retrouve face à un meneur avec un très gros caractère, Tony Skin, un Nigérian. Du coup, ça fait deux gros caractères là. C'est deux gros caractères.
Et lui, il avait une forte personnalité et un ego vraiment, un ego, je vais pas te dire surdimensionné, mais il avait un ego de ouf. Et, moi, j'étais jeune. Il fallait que je vienne gagner mon steak, il fallait que je vienne gagner ma place. Donc moi, je me donnais tous les jours à l'entraînement, comme un ouf. Je me donnais parce que je savais on allait pas me poser le truc sur un plateau. Et si je voulais grappiller du temps de jeu, c'était à commencer par mon éthique de travail. Mais lui, il a jamais eu ce rôle de mentor. Lui, c'était tout l'inverse. À l'entraînement, il faisait des grosses fautes, il donnait des coups, il essayait de me mettre dans des positions inconfortables. Mais moi, j'avais du répondant. On a peur de personne. On a peur de personne. T'es debout comme moi, t'as 2 jambes, 2 bras, t'es un être humain. Donc, j'avais pas peur de lui. Le seul truc, c'est que c'était un ancien, il avait son statut, et tu sais comment ça se passe un peu dans ce milieu. Tu viens, tu peux faire un peu comme tu veux, tu vois. Et il y a quelques moments où ça m'avait irrité, mais tout au long de la saison, j'ai eu du répondant face à lui, en fait. Et des fois, ce qui me dérangeait, et ce qui me dérange toujours dans ce milieu, c'est que il y a des coachs en fait qui, on va dire, qui laissent un peu les gars faire, en fait, tu vois. Quand c'est que basket, tu peux laisser des passes droits parce que un tel, il a ce talent-là, il peut te débloquer des situations, il peut faire des trucs comme ça, tu vois, il peut te changer des matchs. Mais quand c'est, on va dire, c'est comme ils disent les Américains, bully. Quand c'est, tu viens juste pour écraser. En fait, tu vois, t'es un ancien, tu viens juste pour écraser un jeune, tu viens pour, entre guillemets, essayer de l'humilier et tout, tu vois. Ça me dérange. Il y a des coachs qui laissent trop passer ce genre de choses, en fait. Faut pas laisser passer ça. Quand c'est purement basket, tu laisses. Quand ça va au-delà du basket, il y a des gens qui sont pas prêts à... Il y a beaucoup de gars qui ont arrêté, en fait. Parce que des coachs, ils laissaient passer, ils se prenaient des coups à l'entraînement, les mecs, ils faisaient des fautes, des trucs comme ça. Et il y a beaucoup de coachs qui laissaient passer ça. Et pour terminer mon anecdote, à la fin de saison, on se fait éliminer en play-off. Et le gars vient me voir dans le vestiaire, il me dit, franchement, toi, je te donne tout mon respect. Je t'ai malmené toute la saison, j'ai été très dur avec toi. Mais t'as eu du répondant et tu feras une grosse carrière. Et on s'est serré la main comme ça. Moi, c'est la dernière fois que je l'ai vu, on s'est serré la main, il y a eu du respect. Et après, voilà, chacun a fait sa route. T'es resté en contact plus du tout après? Non. On s'est serré la main et puis chacun a fait sa route. Après, je sais qu'il est reparti aux États-Unis, il est coach maintenant, je le suis sur les réseaux. Donc ouais, c'est vrai qu'on s'était parlé un peu après sur les réseaux, il m'avait félicité pour ce que j'étais en train de faire dans ma carrière, etc. Il avait raison au final. Au final, il t'a malmené, mais quand tu vois, il t'a souhaité du bien pour la suite de ta carrière. Ouais, mais c'est vrai que ça n'a pas dû être facile. Ouais, c'est pas facile. Après, pour moi, c'est rien. Comme je t'ai dit, on a peur de personne. Mais je connais des joueurs, je connais des gars qui n'ont pas le même mental. Et pour des choses comme ça, ils vont se laisser déstabiliser et puis ils vont aller à l'entraînement avec la peur ou un peu de dégoût d'aller à l'entraînement et de savoir que voilà, il y en a un qui va s'amuser un peu à le titiller, à la limite borderline un peu, et que les coachs ils vont laisser passer, tu vois. Et ça c'est pas cool. Mais comme j'ai dit, il faut avoir du caractère. Et si t'as pas de répondant dans ce milieu, tu te fais écraser. En tout cas, c'est vrai que ça fait réfléchir. Ça fait beaucoup réfléchir. Et d'ailleurs, ça me permet aussi de constater par rapport à toute ta carrière que j'ai pu suivre aussi, le fait que tu es une personne qui sait rebondir et faire face à cela. Notamment, on a pu voir comment tu as su rebondir face aux propos racistes qu'il y a eu la saison dernière à Metz. D'ailleurs, comment tu as fait pour rebondir à ça? Parce que là, ça n'a rien à voir. Là, on parle pas de la concurrence avec un même poste de jeu que toi. On parle justement des propos racistes qu'on a eu envers toi. Comment tu as su rebondir à ça? Avec toute humilité, vraiment comme tu l'es, c'est pour ça que je t'en parle. Comment tu as fait pour gérer tes émotions et comment ça s'est passé? Avec toute humilité,
ça a vraiment pas été facile en fait. On sait qu'il y a du racisme un peu partout, mais entre savoir qu'il y a du racisme et le vivre, c'est vraiment totalement différent. Et j'ai eu du mal à l'encaisser en fait. Ça m'a blessé dans mon orgueil, ça m'a blessé dans mon ego, ça m'a blessé dans ma personnalité. Et c'est malheureux, hein. Ça a été dur parce que ça s'est passé sur ma dernière saison en carrière. J'ai réussi à construire quelque chose en tant que joueur de basket professionnel, mais en tant qu'homme, en fait, tu vois, j'ai grandi dans ma vie, je me suis établi, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai toujours montré du respect partout où je suis passé, et socialement, on va dire que voilà, on va dire que j'étais en haut de l'échelle, j'étais au sommet de mon sport, j'ai joué dans l'élite, donc voilà, j'ai réussi à le faire, comme on dit. Et quand tu es tout en haut et que voilà, tu as réussi à te construire, il y a quelqu'un du jour au lendemain, enfin d'une minute à l'autre qui vient tout briser d'un seul coup en fait. Et au final, tu te construis, tu deviens quelqu'un, mais il y a une personne qui vient te rappeler que t'es qu'un noir. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une personne qui vient te rappeler que t'es qu'un noir, t'es un singe. Tu te fais insulter de singe. Et voilà, hein, comme je t'ai dit. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu t'es insulté justement? Comment t'as réagi? Parce que t'étais en plein match. Donc, quelle était ta réaction? J'étais en plein match. Je me rappelle ce jour-là, j'étais vraiment relâché. J'étais joyeux. C'était la dernière fois que j'allais jouer à Charleville-Mézières d'ailleurs. C'était la dernière fois que j'allais jouer dans cette salle. J'étais bien, mon match se passait bien, j'étais cool en fait, tu vois, j'étais vraiment chill. Et puis ça arrivait, et puis en fait, dans ta tête, ça va trop vite en fait, ça explose. T'as envie de te retenir, t'as envie d'aller, t'as envie d'exploser, mais tu peux pas. Il y a trop de sentiments qui se mélangent en fait. Et en fait, moi, ma réaction, ça a été de quitter le terrain. Plus de respect, j'avais plus rien à faire là. Et surtout que personne n'a réagi, personne ne comprenait vraiment personne n'avait pris en fait l'ampleur des propos. Et j'avais l'impression d'être une marionnette. Tu sais quand tu parles et qu'il y a personne qui t'écoute. Et là, j'ai dit bon ben, moi je rentre au vestiaire. Je rentre au vestiaire et je suis parti. Et puis voilà, hein, de là, j'ai fait une story sur les réseaux, j'ai mis un tweet et puis ça a pris un engouement en quelques heures, ça a pris un engouement de fou et puis voilà. Hein. Respect pour ce que tu as mené comme combat, parce que pour moi c'est un combat. Tu as mené un combat sur le terrain et en même temps un combat extérieur en pleine saison. Vraiment respect, et c'est pas tout le monde qui aurait eu le cran, déjà en tant qu'homme, de sortir du match et d'aller dans les vestiaires. Parce que dans ces moments-là, ce que j'ai pu voir, en tout cas moi, de mon point de vue extérieur, c'est que il y avait personne, c'était entre toi et toi. Ouais, c'est... Parce que tu t'es retrouvé seul dans les vestiaires et t'as eu la force de partir, et dans cet environnement, dans cet écosystème en tant que sportif, il y a les enjeux financiers aussi. Il y a beaucoup d'enjeux et t'as préféré prendre tes valeurs, et ça c'est fort. Et c'est pas tout le monde qui aurait eu cette initiative, ce cran-là de sortir du terrain. Donc vraiment respect pour ce que tu as fait. Merci. Et ouais, c'est vraiment un combat que j'ai mené, hein, parce qu'après c'est parti jusqu'au tribunal, hein, j'ai porté plainte. C'est du sport, surtout c'est du sport, ça a rien à voir avec le sport. Ça a rien à voir avec les valeurs du sport, ça a rien à voir avec ce qu'on nous dit depuis tout jeune. Comme tu dis, hein, tu mènes des combats sur le terrain parce que voilà, tu dois gagner des matchs. Et j'aurais jamais cru penser mener ce combat-là aussi à l'extérieur, mais ça aussi, hein, ça fait partie de ma vie. C'est des choses qui me font grandir et qui me font avancer.
Mais ouais, c'était vraiment entre moi et moi en fait. J'étais tout seul. Je suis rentré au vestiaire, j'étais tout seul. Je suis allé au tribunal. Moi, j'étais accompagné d'un avocat, mais j'étais tout seul en fait, tu vois. Donc voilà, c'est. Est-ce que tu as senti de la, enfin pas de la, est-ce que tu as eu de la peur un peu? Parce que je pense que voilà, c'est pas le fait de te connaître, je sais t'es pas quelqu'un qui aime ce genre de spectacle-là. Comment tu t'es senti en termes de peur? Parce que tu te retrouves avec les avocats, tu te retrouves dans un bouc émissaire. Ouais, c'est ça. C'est le genre de spectacle que moi j'aime bien, c'est le terrain. J'aime bien, on fait le show sur le terrain un petit peu de temps en temps. Mais c'est le terrain, c'est là notre théâtre à nous en fait. Mais là, me retrouver au tribunal avec des avocats, président du tribunal, c'est pas du tout mon environnement en fait. T'as pas envie d'être là en fait. Quoi qu'il arrive, que tu sois l'accusé ou la victime, c'est pas bien de se retrouver dans cette atmosphère-là, dans cet environnement. Franchement, j'avais peur, j'appréhendais, je savais pas comment ça se passait. Bon, j'ai découvert en étant là-bas comment ça se passait, mais après j'étais soulagé. Une fois que c'était terminé, j'étais soulagé, mais ouais, j'appréhendais le moment. J'avais peur de me retrouver là. Tu sais, parce que tu sais pas ce qui peut se passer. On peut commencer à décortiquer des trucs, te faire passer pour une personne que t'es pas. Ce système judiciaire et tout, avec le jeu des avocats, tout ça. Donc tu vois, si tu peux éviter de te retrouver dans ça, faut éviter. Mais là, j'avais pas le choix. J'étais obligé d'aller jusqu'au bout. J'avais entamé quelque chose que j'allais pas faire marche arrière. Est-ce que tu as obtenu aujourd'hui gain de justice? Oui, j'ai obtenu gain de cause. La personne, elle a été jugée, elle a été condamnée. Et voilà, j'ai reçu des indemnités aussi. Donc, quand c'est comme ça, il faut aller piocher dans la poche des gens, comme on dit. C'est des erreurs. Hein. C'est ce qu'ils ont voulu. Ouais, donc, il a voulu jouer. On va jusqu'au bout. Et puis, ce que tu dis, hein, il faut savoir mener les combats. Et puis, ouais, j'ai pas honte de le dire. Il faut aller chercher dans la poche des gens. À un moment donné, les gens ils veulent jouer avec toi. Ben jouons. On est armé aujourd'hui. On est armé pour jouer à ce petit jeu-là. Mais voilà. Moi, j'ai rien fait. Hein. Je suis parti jouer un match de basket. C'est sur un terrain en train de m'amuser. Je viens insulter des gens de singes sans penser qu'il y aura des sanctions derrière. Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe en fait la vie. Et aujourd'hui, quand tu grandis, quand tu connais un peu le milieu, tout ce qui se passe, voilà, tu sais que tu as des droits. Et c'était mon droit d'aller porter plainte et d'aller le mettre devant ses responsabilités. Une leçon de vie. Encore une leçon de vie, voilà. Ok. Nous avons parlé un peu, désolé un petit peu, des côtés un petit peu sombres que tu as eu dans ta carrière de basketteur. Maintenant, on va mettre un peu plus de lumière. Un peu de joie. Un peu de joie, voilà. Quels ont été tes moments les plus forts qui t'ont marqué, on va dire tes moments de joie dans ta carrière? J'ai d'ailleurs quelque chose à te montrer, parce que je t'ai analysé durant ta carrière, et pour moi, l'un de tes meilleurs moments de ta carrière, c'est celui-là. C'est un des moments pour moi qui me semblait être le mieux pour toi par rapport à la carrière que tu as pu avoir. Ouais. Déjà, est-ce que je me trompe non, dans mon analyse? Tu te trompes pas. C'est Nanterre. Je suis arrivé là-bas en 2009. Et l'histoire d'amour, elle a duré 3 ans finalement. À la base, ça devait être un tremplin pour moi pour retrouver la Pro A, la Betclic Elite. Et finalement, l'histoire, elle a duré 3 ans. Et ça a été 3 ans de pur bonheur. Ça a été 3 ans de sensations fortes, si je peux dire ça. C'était incroyable. C'est vraiment là que, on va dire, ma carrière elle s'est propulsée. C'est vraiment là que j'ai réussi à me faire un nom. Alors, maintenant, je voudrais savoir, qu'est-ce que le sport t'a appris au-delà de la pratique elle-même? Mais en fait, le sport, c'est un peu comme dans la vie. Il y a des hauts, il y a des bas. Comment tu fais pour rebondir quand c'est pas ton moment, quand tu es dans une période un peu moins bonne, etc.
Et puis voilà, ça m'a donné un peu de, comment dire, ça m'a permis aussi à travers le sport de me forger aussi, de me forger un caractère. Ça m'a permis aussi d'oublier les soucis que j'avais extra-sportifs, les problèmes que j'ai pu rencontrer dans ma vie, les moments les moments tristes que j'ai eu dans ma vie. Ça m'a permis d'oublier, en fait. Le sport, c'est comme une thérapie. Et le fait d'aller au basket, moi, c'était mon moment pour oublier tout ce qui se passait dans la vie de tous les jours. C'était mon moment de joie, en fait. Et je le prenais comme ça. D'accord. Ok. De bonnes valeurs à retransmettre aux jeunes. Maintenant que tu n'es plus sur le terrain, comment gères-tu ta reconversion, ton après-carrière? Écoute, c'est simple. Avant de quitter le monde du sport, j'ai vraiment préparé ma reconversion. Donc j'ai fait l'école de coiffure. Pour ceux qui savent pas, je me suis reconverti dans la coiffure en tant que barbeur. Et c'est vraiment une passion que j'ai depuis tout jeune. Donc voilà, j'ai fait l'école de coiffure et puis je me suis lancé un peu en tant qu'indépendant. Et puis là, actuellement, je suis sur quelques projets, toujours en rapport avec la coiffure. Et puis voilà, je travaille, je bosse sur ça, sur mes projets. Et comme j'ai dit, hein, c'est des choses qui peuvent prendre du temps, mais je sais que je vais réussir. D'accord. Et par rapport à ta coiffure, ce que tu fais, où est-ce qu'on peut te retrouver dans les réseaux pour ceux qui ne te connaissent pas justement et qui veulent encore suivre Loïc dans son après-carrière et même... Ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une page sur les réseaux, sur Instagram, en tant que loco barbeur. C'est facile à retrouver. Et puis j'ai ma page personnelle aussi, donc sur ma page personnelle, je partage un peu mon quotidien, je partage des anecdotes de ma carrière. J'aime bien un peu parler de choses que j'ai vécues. Mais sur ma page coiffure, c'est vraiment voilà, que basé sur la coiffure. Te voyais-tu faire ce métier ou bien être coiffeur pendant que tu étais encore dans ta carrière sportive? Pas du tout, absolument pas. Franchement, au début, je me disais que j'allais suivre les traces d'un de mes grands frères qui était éducateur spécialisé. J'ai toujours eu un bon contact avec les jeunes. J'ai toujours voulu encourager les jeunes, les entraîner, etc. pour que voilà, tu vois, leur donner des conseils et tout. Et je me suis dit que ça, c'était un bon rôle en fait. C'était quelque chose de bien, de noble, on va dire. Et ce qui m'a remis, enfin, ce qui m'a mis dans la coiffure, c'est le confinement. Pendant le confinement, j'étais tout seul, et puis je traînais sur les réseaux, et puis je suis tombé sur un barbeur que je suivais depuis très longtemps. Et en fait, là, j'ai eu le déclic et je me suis dit, en fait, ça, je kiffe la coiffure. J'ai toujours eu des tondeuses à la maison, j'ai toujours coupé des coéquipiers comme ça, un peu une fois de temps en temps. Et c'était vraiment un truc que je kiffais bien. Et puis voilà, c'est à partir de là que je me suis dit que ça serait mon après-carrière et que je mettrais les moyens pour y arriver. D'accord. Et avec tout ça, tu n'as pas voulu rester dans le secteur sportif? Non, j'ai su très tôt dans ma carrière que quand j'allais m'arrêter de jouer au basket, j'allais sortir du milieu du sport. Et ça, je l'ai su très tôt en fait. Pourquoi? Du milieu du basket notamment. Je peux pas t'expliquer pourquoi, mais voilà, j'avais pour but à la base de faire 20 ans de carrière. C'était le but que je m'étais lancé. Je suis arrivé à 18 ans de carrière, donc c'est déjà remarquable. Félicitations. J'étais un peu essoufflé à la fin. le corps il voulait plus. Mais je savais que mon après-carrière, ça allait se passer dans un autre secteur. Fallait changer d'air, fallait changer d'environnement parce que c'est répétitif en fait. Et je me voyais pas terminer ma carrière et continuer dans le basket et toujours faire la même chose au final. Même si tu joues plus, si t'es coach, tu fais la même chose. T'entraînes, tu fais des déplacements, tu reviens et puis tu sais, il va falloir repasser par les premières cases. Donc tu vas faire des déplacements avec des U17, des U18. Donc tu vas prendre un minibus et tu vas te taper toute la France comme on faisait à l'époque. Tu me voyais pas faire ça. Et puis, voilà, j'ai un petit Tu voulais carrément changer d'environnement. Donc
la vie de famille aussi c'est important. Et je pense que dans l'environnement où je suis maintenant, j'ai beaucoup plus de temps pour moi et beaucoup plus de temps à consacrer à mon fils. D'accord. Oh, c'est bien. Les choix de famille, ça arrive. C'est vrai qu'avec ta longue carrière, ta longévité, c'est pas donné à tout le monde. Et puis après repartir encore dans un parcours sportif, ouais, bien c'est bien vu, hein, totalement. Et ton entourage, est-ce qu'il a été déterminant dans tes choix d'orientation d'après carrière? Non, absolument Non. pas. Parce que, Enfin, hormis ta famille, hein, bien sûr qu'on a ouais, pu, non, on peut le dire, la femme. non, pas trop, hein, parce que je te dis, hein, c'était vraiment, ça s'est vraiment passé pendant le confinement. J'étais tout seul pendant le confinement. Donc, j'étais vraiment isolé. Et puis voilà, les idées elles sont venues comme ça, tout seul en fait. Et puis après, bon, ben, je suis parti faire mes recherches. Je me suis renseigné sur le parcours qu'il fallait pour rentrer dans la coiffure, etc. J'ai appelé, j'étais sur internet, j'ai vu des numéros, j'ai appelé, j'ai contacté les personnes compétentes et puis voilà, on m'a renseigné sur ce qu'il fallait faire et puis voilà, ça s'est fait vraiment tout seul. Naturellement. Ouais, naturellement et tout seul, ouais. Ok. Alors, si tu avais pu mieux préparer ta reconversion, qu'aurais-tu fait? C'est simple parce que je me suis toujours posé la question et en fait, l'école, tu vois, on a un parcours scolaire. On nous dit si tu as des bonnes notes, tu vas en général. Si tu as des mauvaises notes, tu vas en BEP ou en CAP ou etc. en professionnel. Et, et en fait, on ne nous pose pas la question à l'école de savoir ce qu'on aime réellement, ce qu'on aimerait faire, etc. En fait, la coiffure, moi, j'aime bien ça depuis que j'ai 14 ans. Et je me dis que si j'avais été bien orienté sur ce que j'aimais réellement, j'aurais pu passer mon diplôme à Un peu 16 plus tôt, ans, 16 ans, 17 ans. au lieu de retourner à l'école à 34 ans. Donc, Ouais. s'il y a une chose que j'avais pu changer, c'est ça en fait, par rapport au scolaire. J'aurais eu déjà mes diplômes Est-ce déjà que depuis longtemps, et puis peut-être ça aurait été un gain de temps pour moi de rentrer dans ce milieu-là, on va dire. est-ce que tu penses avec tout ton cursus, est-ce que tu penses que c'était adapté? Est-ce que tu penses que tu avais le temps? Est-ce que tu penses que voilà, quand tu es professionnel, justement, tu as baigné dedans durant toute ton enfance et en tant qu'adulte, Ouais. est-ce que tu penses que, notamment en France, que c'est adapté le timing pour Mais être professionnel et aller à l'école? Voilà. non, ça c'est complètement, je vais pas te dire que c'est impossible, mais c'est difficile. Qu'est-ce que tu aurais pu faire pour, par exemple, pour gagner du temps, justement, en même temps de ta carrière? Est-ce que, voilà, peut-être en ligne, je sais pas. Peut-être en ligne, ouais, peut-être en ligne, peut-être commencer à me renseigner beaucoup plus tôt. C'est Mhm. arrivé pendant le confinement, on va dire que si c'est arrivé là, c'est que ça C'est devait ça. arriver là en fait. D'accord. Mais comme j'ai dit, hein, au centre de formation, quand tu es au lycée, etc., tu es obligé d'allier sport et études. Mhm. Et comme je te dis, hein, par rapport à l'orientation, si on m'avait orienté sur un CAP coiffure, peut-être que c'est un truc qui m'aurait plu et peut-être que j'aurais dit bah oui en fait j'aime bien ça et c'est un truc qui me plaît parce que je suis parti à l'école à 34 ans et c'est vraiment quelque chose que j'aurais pu faire beaucoup plus tôt. D'accord. Ok. Bon, c'est bon à savoir. Bon, Et en même temps tu sais je me suis retrouvé avec des petites 17 ans donc c'était pas facile. c'était pas Tu facile. sais, il y a des générations d'écart, j'allais là-bas, j'avais rien à leur dire, moi, aux petites 17 ans, je vais leur dire quoi? On parlait de quoi? Tu sais, D'accord. il y a trop de différences de génération, en fait. Mais en même temps, ça m'a permis d'être focus sur ce que j'avais à faire. Et de prendre Moi, conscience voilà, aussi du temps que tu ouais, aurais pu du temps que j'aurais pu gagner. Moi, gagner. mon but, c'était de venir et de me former, en fait. C'était pas de venir et de trouver des amis, etc. Non, moi, je te vais montrer une seule chose, hein. Tu vas à l'école pour te former, pour apprendre ce que tu dois apprendre de la coiffure, prendre le bagage qu'il te faut et ensuite te développer tout seul. D'accord. C'est une bonne leçon hein, pour les jeunes générations à méditer. À méditer, À méditer. ouais, voilà. Si vous avez À méditer. un truc que vous aimez faire, et moi j'ai toujours dit maintenant, je sais comment ça se passe le système scolaire. Si mon fils il me dit qu'il a un truc qu'il aime bien, qu'il aimerait faire plus tard, bon, on va se diriger, scolairement parlant, on va se diriger vers ce qui pourrait l'amener à ce qu'il a envie de faire. Et D'accord. pas, t'as des bonnes notes, t'es dans cette case, et t'as des mauvaises notes,
est dans cette case. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. D'ailleurs, l'une de mes dernières questions que je vais te poser, euh, quel message pourrais-tu faire passer aux jeunes générations qui souhaitent entamer leur jeune carrière sportive? C'est simple. Il faut avoir une vision déjà sur ce que tu veux être plus tard, ce que tu veux faire. Il faut être sûr de ce que tu veux faire. Il faut être passionné. Sans passion, tu n'arriveras nulle part. Il faut être passionné. Il faut travailler très dur, parce qu'il y a beaucoup de monde sur la ligne de départ, mais il reste très peu de personnes au final sur la ligne d'arrivée. Il faut être discipliné. Si tu n'as pas la discipline, à un moment donné, celui qui peut-être est moins bon que toi, mais qui a la discipline, il passera devant toi. Et en cinquième, les sacrifices. Il faut savoir mettre des choses de côté. Il faut savoir oublier certaines choses. C'est-à-dire que moi par exemple, j'ai sacrifié plein de moments avec mes potes que j'aurais pu passer, des anniversaires, des soirées, plein de moments en fait, tu vois, des trucs simples, des choses simples. J'ai sacrifié plein de choses. Des moments en famille que j'ai sacrifié, des moments de je pouvais partir en vacances que j'ai sacrifié, les soirées, tout ce les chichas, les trucs, tout ça, les go et tout. Tu vois, non, c'est des trucs qu'il faut couper en fait. Ok, Il faut te focaliser sur ce que réellement tu veux. En fait. Et d'accord. ça, si tu fais ça, c'est les ingrédients pour le succès. Et tu y arriveras. Après, la route, elle est longue. Ça peut aller vite, comme ça peut prendre du temps. Mais comme j'ai dit, quand tu as la vision, tu te focalises pas sur la ligne d'arrivée, sur la fin, sur la finalité, en fait. Tu D'accord. te focalises sur l'instant présent. Et en fait, tu prends du plaisir à te donner à fond, à faire tout ça pour qu'au final, ce soit juste une partie de plaisir sur le terrain. D'accord, merci. Alors Loïc, merci pour ces différents échanges. Ma dernière question, ça serait justement pour te poser une question sur les Jeux Olympiques. Comme tu sais très bien, les Jeux Olympiques, c'est chez nous, à Paris. On n'est pas très loin du village olympique. Je voudrais te demander à toi, qui était sportif professionnel, qui voit tout ce qui se passe dans notre écosystème du sport en France, comment tu vois les athlètes français? Est-ce que les athlètes français sont prêts pour faire les Jeux Olympiques 2024? Toi, tu connais, tu as eu ton expérience en tant que sportif, dans la préparation mentale, dans les compétitions, dans ta gestion du stress. Voilà, je veux te poser la question, toi. Est-ce que tu penses que les athlètes français sont prêts pour les Jeux Olympiques 2024? En fait, tu vois, c'est le fait d'avoir les JO ici en France. Pour faire une petite comparaison, c'est un peu comme un match à domicile. C'est un peu comme un match à domicile. Après, c'est un level vraiment supérieur. Hein, mais pour moi, ouais, les athlètes, ils sont prêts. Quand tu sais que tu vas jouer à domicile, tu te prépares comme un ouf. Tu veux pas décevoir ton public, tu veux pas décevoir ta famille, tu veux décevoir personne. Donc. Et puis tu as envie de gagner en fait, tu vois. Donc ouais, moi je pense que les athlètes ils sont prêts, mais c'est sûr que à ce niveau-là, vraiment, il y a une pression, il doit y avoir une pression incroyable. Ça doit être un truc de ouf de pouvoir représenter son pays pendant les JO à domicile. Donc moi, j'ose espérer que les athlètes français sont prêts. Mais voilà, on verra. On va suivre ça de très près. Moi, je suis chauvin. Hein. Moi, je suis vraiment chauvin. J'aime quand les athlètes français gagnent. J'aime voir. Bien sûr. Quand je regarde l'équipe de France de basket jouer, j'aime bien les voir gagner. Il y a des gars que je connais là dans cette équipe-là. Donc voilà, on va les suivre de très près. Parce qu'on dit, en ce moment, ce qui se dit beaucoup dans les réseaux, on a vu avec Teddy Riner, on a vu avec Florent Manoudou, qui dit, voilà, on n'est pas un pays de sport. On n'est pas un pays de sport, c'est réel, on n'est pas un pays de sport. Je suis tombé récemment sur
sur un athlète français qui fait partie de l'équipe de France d'athlétisme qui, pour participer au JO, doit faire une cagnotte sur les réseaux. C'est quoi ça? Le mec fait partie de l'équipe de France d'athlétisme. Mais pour participer au JO, le mec, il doit financer son truc. C'est un étudiant et il doit faire une cagnotte. Comment une fédération, elle peut pas financer, elle peut pas aider un de ses athlètes à participer à l'une des plus grosses compétitions mondiales? Comment c'est possible? Après qu'on vienne pas nous dire que c'est un pays de sport. On a des sportifs de haut niveau, on a des sportifs qui sont performants sur la scène nationale et internationale, mais on n'est pas un pays de sport. Par rapport aux autres pays, c'est pas ça. C'est pas ça. D'accord. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir des athlètes de très haut niveau, De talent. et des talents et des mecs performants. Mais ça n'enlève pas au fait que la France soit pas un pays de sport. Penses-tu que c'est un problème d'environnement, on va dire, pas de compétition, là on parle, mais plus l'environnement extérieur, voilà, pour adapter, pour mettre entre guillemets à l'aise le sportif dans tout son environnement, pas seulement que dans ses compétitions, mais aussi à l'extérieur. Je pense qu'on n'a pas encore cette culture. Comme les Américains, par exemple, tu vois, les gars qui sont en campus universitaire, où ils ont un nombre incalculable d'entraînements. Et puis voilà, ici, on allie le sport et les études, mais on met vraiment un accent sur le côté sportif. Tu vois, on n'a pas encore cette mentalité en France. Comme il disait Manoudou, on a réduit les heures d'EPS dans les établissements. Pour les enfants, pour les jeunes enfants. Pour les enfants. C'est ça. Comment tu veux faire en sorte que ce soit de grands sportifs et que dans leur culture, tu leur fais pas faire de sport en fait. Et, c'est dommage, mais c'est culturel, hein, c'est comme ça. Après, je pense que ça va se développer, mais pour l'instant, on est encore loin du compte et on est encore très loin d'autres pays. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Au plaisir de te revoir aux Jeux Olympiques à Paris, surtout dans la ville de Saint-Denis où tu es venu. Merci beaucoup à toi, Loïc. Ouais, merci de m'avoir invité. Et je te dis à très bientôt. Il n'y a pas de souci.